Bonjour à toutes et à tous, choisissez votre camp aujourd'hui pour commenter l'actualité. Nous avons Sophie de Menton aujourd'hui. Bonjour Sophie, vous êtes chef d'entreprise, président de l'association Éthique, ça veut dire entreprise de taille humaine, indépendante et de croissance. Patrick Le Yarrick, bonjour, directeur de l'Humanité, député européen GUE, groupe confédéral de la gauche unitaire européenne dont vous êtes le vice-président. Christian de Villeneuve, journaliste et conseiller éditorial du Parisien Magazine, et Olivier Picard, éditorialiste et chroniqueur au Plus du Nouvel Obs. Bonjour. Alors, les unes de la presse de ce matin, Libération, Irak, la guerre sans fin, l'Irak qui est à la une de tous vos journaux évidemment. 11 ans après l'invasion américaine, le nord de l'Irak et une partie de la Syrie est en passe de passer sous contrôle djihadiste. La Croix, l'Irak replonge dans le chaos. L'humanité, le chaos djihadiste, terrible héritage de la guerre de Bush en Irak. C'est évidemment un thème qui revient beaucoup, cet échec des Américains. Le Figaro également, Irak, les djihadistes marchent sur Bagdad. Et ce matin, on apprenait que l'Irak a demandé officiellement l'aide de la France, une intervention. Et puis, défenseur des droits, Hollande propose tout bon. Le PS s'insurge. C'est une nomination qui fait effectivement beaucoup débat à gauche. On pourra en redire un mot sur cette ouverture proposée par François Hollande. L'opinion intermittent, la bombe politique, avec à lire l'éditorial de Nicolas Bétou, Valls au test de la rue. On va évidemment parler de la grève et c'est également à la une du Parisien. Aujourd'hui en France, ça suffit après 2 jours de grève et de pagaille à la SNCF. Ça va encore être la galère, oui, encore les mêmes mots, la galère, les usagers pris en otage. Et la journée de lundi, c'est ce que disait le ministre des Transports lundi, pourrait être menacée, journée qui marque le début du bac. On va y revenir. Juste un mot sur le foot, non pas le foot, parce qu'on était en train de dire que parfois il y avait un peu overdose et qu'on était un peu étonné de voir qu'effectivement ce matin, sur les différentes radios, on ouvrait avec le foot, comme si c'était, quand on voit ce qui se passe effectivement en Irak, mondial. Donc le Brésil s'en sort bien. C'est plutôt l'aspect politique qui nous intéresse. On est avec Yael Gauze en ligne. Yael Gauze, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour. Bonjour, vous êtes grand reporter au service politique de RTL. Vous étiez avec François Hollande hier en Andorre et vous avez assisté au match de foot à ses côtés. Donc François Hollande arbitre pratiquement pendant cette partie. Exactement, enfin, il s'est accordé la première mi-temps seulement, après il est rentré dans sa chambre d'hôtel, mais on a pu regarder avec lui première mi-temps Brésil-Croatie et ça a confirmé quelque chose qu'on savait déjà, hein. C'est un expert en ballon rond. Son pronostic c'était 2-1 pour le Brésil. À un but près c'était ça. Il a une connaissance encyclopédique du mondial. Il nous a parlé pendant plusieurs minutes de ses souvenirs de la Coupe du Monde 66, c'est dire, hein, les Bleus sortis par l'Angleterre en phase de poule. Il commente aussi les décisions de l'arbitre, hein. Quand l'arbitre siffle un jaune sur Neymar, il dit que ça méritait un rouge. Il est passionné, Hollande, et il ne peut pas s'empêcher de faire un lien avec la politique. Il dit même qu'il y a des coïncidences dans l'histoire des Bleus, c'est le mot qu'il utilise, coïncidence. 98, Jospin au pouvoir, il y a de la croissance, la France est championne du monde. Et à l'inverse, 2002, c'est l'hécatombe au Japon pour les Bleus et Jospin est battu par Le Pen. Il y a des périodes où tout va mal, nous a confié le président. Alors quand on lui fait remarquer que 2014 c'est pareil, il éclate de rire, il dit on verra bien. Et il dit aussi qu'en 2016, pour l'Euro, l'équipe de France sera au top. Tiens, c'est juste avant la présidentielle, ça Valérie. Voilà, donc c'est parallèle très clair. Et puis il a dit, paraît-il aussi, je suis pour la paix sociale, mais là il parlait du Brésil. Exactement, voilà. Il disait que pour le pays organisateur, c'était mieux qu'il gagne pour éviter les mouvements de grève là-bas. Ouais. Mais bon, ça dit pas ce qu'il faut faire en France. On fait comment? Une confidence du président, c'était de nous dire que le foot ne peut pas tout absorber, ne pas tout absorber en politique. Il faut aussi penser à ceux qui ont besoin de rentrer chez eux. C'est bien de le dire et c'est peut-être mieux que de nous parler du Brésil, quoi. Ça, c'est sûr. Et cette information que donnait RTL ce matin, à savoir que si les Bleus l'emportent, le 14 juillet serait reporté? Il était ambigu, François Hollande, quand il l'a dit. C'était pas dit sur le ton de l'humour. Il y a effectivement un problème logistique si la France est championne du monde, parce que la finale a lieu le dimanche 13 au soir. Ça veut dire que le 14, les champs sont bloqués, fermés pour le défilé militaire. Il y a 70 pays invités quand même pour le 14 juillet. Le problème, c'est que les Champs-Élysées, c'est la fête populaire normalement quand une équipe de France gagne le mondial comme en 98. Donc effectivement, la probabilité est infime, mais il y aura un casse-tête à l'Élysée ce jour-là si jamais la
France est championne du monde. Merci Yael Gauze de nous avoir raconté votre soirée avec François Hollande. Christian de Villeneuve. Oui, je crois surtout que François Hollande ne croit pas du tout que les Français puissent être champions du monde pour avoir ce type de proposition. Ah, il peut y croire. Mais c'est le genre. C'est le genre à y croire, oui. Ah ouais. Mais si on suit la parabole politique, ça voudrait dire que tout ira bien pour lui si les Bleus l'emportent. C'est encore une promesse. Ouais. C'est encore une promesse. On sait comment il est tient. Non, on peut pas dire qu'il marque beaucoup de buts ces derniers temps. Mais par rapport au match d'hier soir, moi je voudrais dire quelque chose. Je trouve que cette Coupe du Monde ne commence pas très bien. Ouais. Parce que vous savez toutes les rumeurs de corruption qu'il y a autour du mondial. Et quand on voit l'arbitrage hier du match, précisément, on ne peut pas ne pas s'empêcher de penser que le match aurait pu être truqué. Le penalty, entre autres, le penalty qui est complètement illusoire. Voilà. Oui. Vous avez regardé? Il y a une mauvaise impression. Olivier? Oui, j'ai plutôt une mauvaise impression. Voilà. Ça semble bancal. Ça va se voir, ça va finir par se voir si c'est le cas. Je ne pense pas qu'il y ait corruption de l'arbitre du tout. Je pense que c'est une mais comme par hasard, le Brésil ne pouvait pas perdre hier soir. Pour des raisons sociales, pour des raisons politiques, le Brésil ne pouvait pas perdre. Et comme par hasard, il a un arbitrage extrêmement favorable. C'est le hasard. Vous l'avez regardé? Non, vous n'êtes pas fou du tout? Je trouve que la Croatie a bien joué pour oui. Une équipe d'un pays de 3 millions d'habitants face à ce monstre. Ils ont bien joué. Oui, ils ont bien joué. Mais en revanche, ce que je trouve totalement niais... D'ailleurs, les Brésiliens ont marqué 4 buts, en vérité. Oui, c'est vrai. Oui. La niaiserie absolue, c'est ce qu'on vient d'entendre, par exemple. C'est-à-dire que Hollande, cette métaphore entre le sport et le calendrier politique, que les politiques nous lâchent pendant la Coupe du Monde. Bon, on peut aimer ou ne pas aimer le foot, ça c'est une chose. Mais pour ceux qui aiment le foot, c'est un peu une respiration, c'est vrai. C'est un moment de partage parce que le foot est un sport assez universel. Donc c'est le foot. On ne va pas tout mélanger, commencer à faire des comparatifs. Et nous, vous êtes en train de traiter le président de la République de niaiseux, pour reprendre une expression québécoise. C'est une communication niaise. Plutôt que de dire, écoutez, franchement, moi j'aime bien le foot. Qui raconte ses souvenirs, etc. Mais en plus, je ne pense pas que les journalistes aient non plus à rentrer dans ce jeu-là. Simplement, les journalistes, on ne va pas commencer... ça n'a aucun intérêt, franchement. Les journalistes, ils sont là pour faire leur boulot, ils accompagnent le président de la République. C'est pas Yael Gauze qui a inventé le... Non, faut lui dire, ça suffit, vous arrêtez de parler de foot. Objectivement, d'abord, les politiques sont obligés de récupérer tout ce qui passe. Voilà, mais... Ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas de programme à droite et à gauche, ils ne savent pas comment ça... Il faut tout récupérer, c'est bon à prendre. Donc, déjà, la symbolique même, je suis désolée, tout est étudié, le président de la République, il est dans un bistrot avec des copains en train de commenter le match de foot. Bon, allez, je suis sympa, je suis proche du peuple, ok. En Andorre, quand même, en Andorre où les impôts sont... Moi, j'aimerais bien qu'on dise qu'il est un expert en ballon rond. Excusez-moi, je pense que c'est négatif, même pour ceux qui aiment le foot. J'aimerais qu'on dise que c'est un expert en économie. Ensuite, il est en train de trouver une explication économique, ça prouve, on a presque l'impression que c'est sa voyante qui lui en a parlé. Non, mais Madame Solaï a dit, parce que j'ai remarqué. Donc l'économie, ça pourrait repartir un petit peu. Là, ça va dépendre du foot. Regardez. Et c'est un tout petit peu pitoyable. Et puis il y a un moment où on se dit, il est tellement observateur de lui-même ou de sa propre politique. Quand il dit « Ah non, c'est embêtant, il faut quand même pouvoir rentrer chez soi », on a envie de lui dire « Mais parlez-en au président de la République ». Non, mais il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance parce que à la période du mondial, il pouvait espérer une certaine accalmie en France, une baisse de la tension. Les Français, c'est avant les vacances. En fait, ils se focalisent sur le foot, Roland Garros. Le foot, c'est une bonne période. Or là, on est en pleine grève. Les intermittents. Les intermittents, les la taxis, SNCF. La SNCF, le bac qui est mis en cause. Il y a autre chose qu'il faudrait dire, juste un mot, c'est qu'il y avait Panem et Circenses depuis toujours. Du pain et des jeux. Et c'est vrai que le peuple, et on est resté comme ça, a besoin de jeux, d'exutoires, etc. Sauf que ça ne marche plus. Je crois que les foules ont pris conscience de ce qui se passe. Le Brésil n'a pas supporté les investissements. Finalement, le foot est le reflet de nos sociétés. On n'y croit plus, ça suffit plus, ça marche plus. Alors, on a en ligne avec nous Yann Gallu. Bonjour Yann Gallu. Bonjour. Vous êtes député du Cher, cofondateur de la Gauche Forte, vous êtes député socialiste. Oui. Et alors, vous avez tweeté « Faire une insomnie, passer sur Twitter, apprendre
que... Non, c'était pas celui-là que je voulais vous montrer. Bon, j'en suis à me demander si c'est l'Élysée qui a nommé l'arbitre de ce Bracro fail. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Non, mais écoutez, j'écoute le débat là, qui vous anime. Les hommes politiques, ils sont aussi comme tout le monde. C'est peut-être maintenant une nouveauté. Et c'est vrai qu'avec Twitter, moi, il m'arrive le week-end de tweeter des choses qui ne sont pas directement liées à mon activité politique ou à mes idées politiques. Et hier soir, j'étais comme des millions de Français devant ma télévision. Et quand j'ai vu le penalty sifflé alors qu'il n'en était pas un, eh bien, je me suis dit, je vais mettre un petit tweet. Et il était 23h, j'ai voulu faire un truc humoristique. Et au même moment, toute la journée, j'avais tweeté sur le fait que je n'appréciais pas, et je le dis, la nomination de Jacques Toubon. J'ai beau soutenir le gouvernement, il y a des choses de notre point de vue qu'il fallait dire. Et donc j'ai voulu faire un petit trait entre Toubon et le foot. Et le mieux, c'était de se demander si l'arbitre, qu'il faut le dire, n'a pas été à l'auteur de l'enjeu, n'avait pas été nommé par l'Élysée. Donc voilà. C'est quand même il a eu un certain succès. Nous, on a un peu sursauté en lisant votre tweet ce matin, parce que c'est quand même une défiance vis-à-vis du président de la République. Vous êtes en train de dire. Il ne faut pas le voir comme ça, parce que c'était, comme je le dis, c'était 23h, 23h30, et c'était un petit clin d'œil. Mais c'est vrai que je conteste absolument la nomination de Toubon, puisque j'ai appelé mes collègues de la commission des lois à ne pas voter, à voter contre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire certaines choses, on peut être dans le soutien au gouvernement sur certains sujets, puis sur d'autres, montrer un petit peu de mauvaise humeur. Oui, ben là, c'est plus que de la mauvaise humeur. Vous avez été effectivement retweeté 66 fois, je crois. Comment vous le comprenez vous êtes d'accord avec moi, c'est de la défiance tout de même, non ? Quand même, vous êtes lucide à 23h30. C'est montrer, si vous voulez, que nous ne sommes pas satisfaits. Nombre de députés socialistes ou nombre de militants socialistes ne sont pas satisfaits de la nomination de Jacques Toubon. Ce matin, Jean-Pierre Mignard, qui est quand même un très très proche de François Hollande, qui est son avocat personnel, qui est dans les instances du Parti socialiste, qui l'a accompagné depuis des années, a demandé au président de la République de, par exemple, revenir sur cette proposition de nomination de Jacques Toubon. Nous avons un problème de liaison avec le président de la République. Moi, je le dis, je le soutiens, mais il faut qu'il soit plus à notre écoute. Et il y a des choses qui, aujourd'hui, nous posent problème. Il y a eu cette nomination de Jacques Toubon, et puis il y a aussi la nomination de la nouvelle conseillère économique. Je n'ai plus exactement son nom. Laurence Boone, qui vient de Bank of America. Nous interpelle. Donc, il y a des moments où, comme on n'est pas entendu, il y a la réforme territoriale aussi qui nous pose problème. Comme on n'est pas entendu, on envoie des petits signaux. Et ce tweet-là, c'est pas de la défiance, c'est un signal envoyé au président de la République, mais dans le contexte d'un match de foot à 23h30. Très bien. On va s'interrompre. Vous répondrez après, Christian de Villeneuve, pour le rappel des titres, et on continue tout de suite après sur ce sujet. La suite de Choisissez votre camp, avant de parler de la grève et évidemment de la douloureuse question du bac de lundi. Si la grève continue, ce qui semble bien parti, comment va-t-on faire pour les épreuves du bac ? On revient quand même sur le tweet de Yann Gallu. J'en suis à me demander si c'est l'Élysée qui a nommé l'arbitre de ce Brésil-Croatie. Il dit c'était 23h30, ambiance de foot, en référence à ce que Jacques Toubon, au fait que Jacques Toubon ait été nommé. C'est quand même, moi, je trouve, d'une violence assez incroyable. Mais ça confirme tout à fait ce que je crois, c'est que d'abord le tweet est effectivement d'une très grande violence, et que Hollande a d'abord un problème avec sa majorité. Avec sa majorité. Vous pouvez forcer l'ouverture, parce que c'est bien forcer l'ouverture, quand vous êtes populaire. C'est ce qu'a tenté de faire Sarko au début de son mandat. Mais quand vous êtes, monsieur, 15%, quand vous êtes très contesté à l'intérieur même propre de votre camp, vous ne pouvez pas faire l'ouverture. Et c'est pour ça la raison pour laquelle les socialistes sont vent debout la nomination de Toubon. Oui. Sur cette, déjà, revenons sur le tweet de Yann Gallu. Vous le comprenez comment ? Lui, il le minimise, on l'a bien entendu tout à l'heure, en disant c'est un petit clin d'œil. C'est pas un clin d'œil, parce qu'on a dit avant, en parlant football, que l'arbitre avait été nul, visiblement même corrompu. C'est un parallèle quand même assez hasardeux. Si c'est sur la question de Toubon, il a raison, puisque c'est difficile. Parlons du tweet d'abord, après on parlera de Toubon. Qu'il y ait aujourd'hui
beaucoup de parlementaires socialistes qui ne sont pas en accord avec ce que décide le monarque républicain tous les jours dans son palais, ça se comprend, puisqu'ils sont chargés de voter des textes, des orientations pour lesquels le président de la République n'a pas été élu. Jamais on n'a parlé de cette façon de la réforme territoriale. Jamais on nous a dit qu'on allait mettre un ancien du RPR, un ancien secrétaire général du RPR, qui n'a jamais fait... qui est un homme honorable par ailleurs, mais sur la question des droits, sur un certain nombre d'enjeux, il a toujours été en retrait. Il n'a pas été... non plus à terminé. Oui. Et donc, qu'il y ait cette ambiance-là, qu'il y ait ces problèmes-là et ces fractures-là entre la majorité socialiste et le président de la République, ça ne m'étonne pas du tout. Oui. Deux choses. Déjà, sur le tweet, oui, bon. Moi, au début, je ne l'ai même pas compris. À vrai dire, quand je l'ai vu, je me suis dit, il ne veut quand même pas dire que Hollande est nul. C'est dire qu'il a quand même osé. Oui, mais bon, c'est Twitter. Il faut faire attention avec Twitter. Oui, mais enfin, on est adulte, majeur et vacciné. Oui, en même temps, je me demande si dans une démocratie comme la nôtre, en ce moment où il y a tellement de faux-semblants, finalement, il n'est peut-être pas sain, quelquefois, de dire les choses. S'ils pensent que le président est nul, eh ben, très bien. Mais alors qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'on ne revienne pas en arrière comme il l'a fait ce matin. Surtout bon, je ne sais pas si on va en parler après. Oui, bah parlons-en. Surtout bon, c'est effectivement absolument à la fois incompréhensible et scandaleux. D'une part, parce qu'on nomme un homme, j'ai rien contre les septuagénaires, hein, mais un homme de 73 ans, un homme d'opposition, tout ça pour dire qu'on fait l'ouverture à l'opposition, à un poste qui est quand même qui est devenu un vrai poste sensible, qui regroupe à la fois le médiateur de la République. On avait nommé Pinet dans les années 70 en fin de carrière, mais enfin c'était Pinet. Depuis le temps, on a eu quand même des médiateurs comme Jean-Paul Delevoye, Bernard Stasi, Dominique Baudis, qui sont des gens qui venaient du terrain, qui ont vraiment travaillé le dossier et qui étaient très sensibles à la question des droits. Là, on nomme un homme qui n'a pas de compétences particulières. Il a été ministre, il a été garde des Sceaux. Oui, d'accord. Quand même. D'accord, mais qui n'a pas, ce que je veux dire, qui n'a pas de sensibilité particulière. Je vais préciser mon vocabulaire sur la question des droits. Et ça me choque terriblement. Et je crois qu'il y a une grande désinvolture. Est-ce que Dominique Baudis en avait une particulière quand il a été nommé ? Ah oui. En plus, Dominique Baudis, il avait été maire d'une grande ville. Et c'était un garçon qui avait une sensibilité sur les questions très concrètes qui touchent les droits des citoyens. Là, je trouve qu'on a une désinvolture pour la fonction. Moi, déjà, quand Sarkozy a tout regroupé pour faire un seul défenseur des droits, j'étais pas d'accord. Parce que du coup, la défenseur des enfants, elle disparaît dans ce petit magma. La HALD, elle a été complètement absorbée. Du coup, la question des discriminations, elle est absorbée par le magma. Et là, c'est le coup de grâce. On nomme un défenseur des droits qui est finalement comme un symbole d'ouverture, mais qui n'est pas le symbole de sa fonction, qui n'incarne pas sa fonction. Et ça, je trouve que c'est inacceptable de A à Z. C'est pas ce que lui dit dans le Figaro ce matin. J'espère que les socialistes vont aller jusqu'au bout et que pour une fois, l'Assemblée nationale, aux 2/3, refusera la nomination. Ce sera pas très bon pour Hollande. Ce sera le premier blocage. Il est temps d'avoir un peu une démocratie qui respire un petit peu, qu'on aille jusqu'au bout, puisqu'on pense que c'est un mauvais choix, que la majorité aille jusqu'au bout. Et elle dit que c'est un mauvais choix. Ça n'est pas dramatique non plus de dire au président de la République que c'est un mauvais choix. Je voudrais qu'on réfléchisse d'abord un petit peu sur nous-mêmes, parce que je vais venir, ce tweet est le reflet d'une civilisation et d'une forme de rapport à l'actualité, de rapport aux politiques. Et c'est vrai que là, objectivement, oui, il est devant son poste de télé, il est excité, il regarde le foot, il y a des gens qui ça met en transe. Il est en train de regarder. On a 3 lignes, on sait que plus c'est provoquant, plus on est retweeté. Il y a une espèce de vertige de ça. Comme il y a un vertige de la presse, de l'actualité en continu, il y a un véritable vertige. Donc, voyez l'amalgame. On fait de plus en plus d'amalgame. Maintenant, c'est en je ne sais pas, 30 mots ou je ne sais plus combien. 140 mots. 140 et il a été probablement maladroit. Il a raison d'essayer d'expliquer ça et d'essayer de retomber sur ses pieds. Mais Twitter est dangereux. C'est dangereux pour tout le monde. Personne n'est à l'abri de mettre une réaction qui n'est pas comprise. On veut faire de l'esprit, on n'a pas le temps et les gens ne le comprennent pas, etc. Ça, c'est le point. Maintenant, pour le reste, on fait beaucoup, au sein de notre mouvement éthique, on a reçu tous les médiateurs et on fait beaucoup appel à des médiateurs. Je pense que c'est
très important. La justice va lentement, c'est utile, y compris pour les entreprises, c'est utile pour les particuliers. Je pense qu'avoir un passé de ministre de garde des Sceaux, c'est fondamental. Ouais. Parce que c'est justement pour éviter d'aller jusqu'aux tribunaux. Donc je trouve ça pas mal. Excusez-moi, il y a eu 0 ouverture. On sait très bien que la marge de manœuvre économique, en particulier parce que c'est ce qui prime, elle est extrêmement étroite aujourd'hui. On sait que le président de la République a essayé de faire comprendre qu'il avait compris et qu'il n'avait pas le choix, et que même si on avait voté pour lui dans un objectif d'une gauche un peu archaïque, qui refuse l'économie de marché, parce qu'en gros c'est ça quand même, il a compris qu'il ne pouvait pas. Il a compris qu'il ne pouvait pas. Et donc, il a essayé une petite ouverture. Je trouve que c'est mieux que rien. Tout bon est un homme estimable. C'est un poste où il n'y a pas de risque politique. 0. Donc franchement, faire un fromage, je ne comprends pas. Maintenant, il a pris un risque politique aussi, vu ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'est pas anticipé la réaction que ça pourrait avoir au sein de sa propre majorité et de se mettre dans la situation où cette proposition risque d'être rejetée par le Parlement. Oui, les membres, il faut que, c'est les 3/5e, c'est ça, pour que la commission des lois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Ouais. Donc, et Yann Gallu a appelé à voter contre, Alexis Bachelet également. C'est peut-être la droite qui va sauver Hollande. Oui, peut-être qui va le sauver. Alors, les grèves. Il a peut-être fait le pari là-dessus. Oui, mais il a perdu hier son pari. En fait, Hollande est très chiracien. Ah bon? Tout à fait. Voilà. Oui, mais... Dans l'indécision et dans la peur. D'ailleurs, finir une grève. Chirac, il a empêché Juppé d'aller jusqu'au bout. On aurait les réformes qu'il faut aujourd'hui. Si Chirac, au moment où Juppé était droit dans ses bottes, on aurait les réformes, oui ou non? Oui. Bon. Ça, c'est sûr. Ouais. Parlons justement de la grève. Donc François Hollande... Le mouvement populaire, surtout, qui a bloqué Juppé en 1995. Oui, comme les grèves. Et le mouvement populaire. C'était plus que des grèves. C'était un peu plus, c'était un peu plus que des grèves. Enfin, il y avait une conjonction de choses. Ce matin, François Hollande dit il faut que la grève cesse. Le gouvernement a ouvert la porte du dialogue. Il faut savoir finir une grève. Il faut savoir lâcher sur tout. Non, là, il s'adresse aux syndicalistes en disant maintenant, ça suffit, vous devez lâcher. On peut le comprendre de deux façons. Hein. Moi, je le comprends comme ça. Ah tant mieux. Moi, je le comprends, je vais lâcher. Mais non. Vous comprenez comment, vous? Moi, je ne débat pas de ces petits trucs-là, c'est assez petit tout ça. Qu'est-ce qui est petit? Oui, parce que le savoir, l'interprétation de ce qu'il y a dans la tête du président de la République... Mais non, mais il faut savoir finir une grève, ça veut dire quoi? Il s'adresse à qui pour vous? Pour moi, il s'adresse aux grévistes. À ceux qui font grève. Bien sûr. Mais la question, c'est que pour pouvoir terminer, c'est qu'il faut un débat démocratique sur le sujet qui est en question. Et le sujet qui est en question n'est pas un sujet, comme on tente de le faire croire, corporatiste et je ne sais quoi. C'est un sujet d'intérêt général. La question est de savoir comment on organise nos transports publics avec notre entreprise publique pour les années qui viennent, dans un cadre certes contraint, puisque malheureusement, il y a des orientations européennes qui font pression sur les choix gouvernementaux et sur la SNCF elle-même. Mais le débat... Comment? Heureusement. Ça, vous n'avez pas besoin de le dire, nous le savons. Nous le savons ce que vous pensez. Mais casser le service public de la SNCF, réduire le transport fret comme on le fait aujourd'hui, ouvrir au privé et aux compagnies étrangères nos rails. Mais laissez-moi terminer. Laissez-moi. Mais non, vous ne allez-y. Il faut le dialogue, il faut au moins un débat. Nous sommes sur une question d'intérêt général. La question, elle est de savoir si on va créer une entreprise publique dont moi je crois qu'elle devrait coopérer avec d'autres entreprises à l'intérieur de l'Union européenne et de ne pas faire les choix aujourd'hui qui sont un choix qui vise à fracturer les entreprises publiques, à ouvrir de plus en plus nos rails au privé. C'est ça la question de fond. Pourquoi? Parce que nous allons besoin d'avoir de plus en plus de transports publics voyageurs et surtout de transports par l'entreprise publique de fret. Dans l'intérêt général, dans l'intérêt, il y a Alors pourquoi les syndicats sont divisés? Pourquoi est-ce que les syndicats sont divisés à ce point sur la question? Que les syndicats soient divisés, ça c'est une autre affaire. C'est pas une autre affaire. Ça veut dire qu'il y a une partie des syndicats qui estiment que c'est un projet. Il y a un syndicat qui dit qu'il faut qui attaque les autres en disant. Mais de toute façon, il y a la question d'intérêt général qui nous est posée au moment où on est face à un défi écologique considérable. Oui. Moi, je vais porter le débat sur des choses que vous allez sûrement trouver minables. Est-ce que vous estimez que c'est du syndicalisme que de
faire grève et que d'emmerder, il n'y a pas d'autre mot, des milliers d'usagers. Moi, j'ai discuté avec des dirigeants syndicaux qui sont scandalisés par ce qui se passe, par cette action. Mais pourquoi les salariés n'ont jamais le droit de se défendre ? Pourquoi les salariés, pourquoi le rapport de force, pourquoi le rapport de force, il est contre les salariés et eux, ils doivent se taire. Alors, les salariés, ils sont dans les transports. Ils sont dans les transports en commun. Arrêtez de parler au nom de tous les salariés. Au nom de tous les salariés. Mais ils seront confrontés. 27% des cheminots qui font grève et qui bloquent aujourd'hui la France et qui mettent en péril le bac qui représente un enjeu pour 700 000 gamins. C'est ça la situation aujourd'hui. Qu'on ouvre le débat, qu'on ouvre. Mais le débat est ouvert. Le débat il est ouvert depuis 2 ans. Je prends un autre cas. Je prends une autre question d'intérêt général que les syndicats mettent sur la table. La question de la dette. On sait que la réforme avait été faite en 1997 pour mettre l'ensemble de la dette sur Réseau Ferré de France. Mais on ne l'a pas traité, la question, depuis. Aujourd'hui, on génère 1,5 milliard d'euros de frais financiers sur la dette de la SNCF. Pourquoi on ne veut pas traiter cette question ? Nous avons bien des outils aujourd'hui pour faire... Non, c'est le système bancaire, tel qu'il est organisé, qui fait que notre dette... Qui s'endette ? C'est pas les banques qui s'endettent quand même. Je veux dire, non, c'est extraordinaire. Il y a un endettement Je vous parle simplement des frais financiers. 1,5 milliard d'euros. Avec 1,5 milliard d'euros qui servent à engraisser les banques, on pourrait faire beaucoup de choses et acheter et améliorer considérablement le transport public. Vous repartez encore sur le fond, qui est important. Oui, je parle que du fond, moi. Je veux parler que du fond. Parce que c'est une question d'intérêt général. Oui, mais le fond, c'est la vie quotidienne des gens aussi. Enfin, ce qui est mais la vie quotidienne des gens, quand demain on aura plus d'insécurité, quand demain on aura des Bretigny multipliés par 12... C'est ça, c'est extraordinaire. Bretigny, c'est la faute de personne. Il n'y a pas de responsabilité individuelle. Mais bien sûr qu'il y a des responsabilités. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas assez de gens, c'est ça, il faut doubler tous les gens qui sont les boulons. Mais plus vous aurez... extraordinaire d'oser faire le rapprochement. Mais bien sûr que oui. Plus vous aurez un service public qui va se dégrader, des outils qui se dégradent. Il y a des gens tous les jours, ils sont transportés dans des wagons à bestiaux dans le RER aujourd'hui. Est-ce que c'est tolérable ? Donc il faut bien des moyens pour acheter. Mais bien sûr que si. Arriver à l'heure, si cet argent, ce 1,5 milliard qui va aujourd'hui engraisser les banques, il servait à acheter du matériel et à améliorer nos rails, à faire les contrôles nécessaires, on n'aurait pas ces ennuis. Ça coûte cher le financement d'une dette, ça coûte cher. Je vous parle des frais financiers, madame. Je vous parle des frais financiers, monsieur. Je vous parle des frais financiers. 1,5 milliard dont les banques et les fonds financiers se goinfrent. Et ils se posent cette question-là, ils n'ont pas tort, les syndicats. De rembourser, ils ont raison. En quoi la grève va faire avancer le débat ? En quoi la grève va faire avancer le débat ? Le gouvernement... Et comment sortir de cette grève ? Sinon, il faut de différer ou de... Mais on peut sortir de cette grève. Il faut que le gouvernement prenne en compte un certain nombre de choses qui sont dans le débat public aujourd'hui, qui apparaîtront vraisemblablement à l'Assemblée nationale et qui sont portées par les syndicats aujourd'hui. Précisément, allez-y. Parce qu'ils défendent l'outil SNCF, ils ne défendent pas qu'eux-mêmes. Olivier Picard. Le gouvernement veut tuer l'outil SNCF, d'accord. Non, mais Picard, je dis. C'est pas facile, Olivier. Cet échange montre à quel point le dialogue dans ce pays est dans un état minable. Mais c'est un dialogue passionné, mais c'est un dialogue. Vous êtes très sympathiques tous les deux, il n'y a pas de problème. Vous avez raison entièrement. Mais on n'arrive pas à se parler, on en arrive toujours, c'est comme un sketch. On sait à la limite que ça va se passer comme ça. Ça tombe, on a d'un côté un gouvernement qui a la magnifique intelligence de mettre un débat, de programmer un débat à l'Assemblée nationale sur l'avenir du réseau ferré de France. L'avenir d'une réforme. L'avenir d'une réforme, oui. Sur la semaine du bac, alors qu'on sait très bien que dès qu'il y a quelque chose qui touche, c'est inévitablement, ça va être compliqué. Et on n'arrive pas... Alors là, il y a quelque chose où la gauche est responsable sur ce point, c'est qu'on arrive en 2012, on nous dit la gauche, ça va être le dialogue social. Les enfants, on va parler, maintenant, va naître une nouvelle France qui va dialoguer, on va réformer. François Hollande, je veux un dialogue social. En 97, on avait dit la même chose. On a fait les 35 heures imposées de force avec les gens menottés, alors que le patronat, pour une fois, était prêt à discuter. Bon, revenons là-dessus. C'est incroyable qu'on n'arrive pas dans ce pays
à programmer un dialogue serein. Ça fait effectivement 2 ans ou 3 ans qu'on parle de cette question. On arrive à la date butoir et on a un dialogue qui part en vrille et on a un président qui dit maintenant on va jouer l'ouverture du dialogue. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Cette ouverture du dialogue, elle devrait être faite depuis longtemps. Ouais. Et les organisations syndicales ne devraient pas en être réduites à faire grève à un moment où ça emmerde tout le monde parce qu'on pense que le fait d'emmerder tout le monde, c'est un levier. On va faire peur avec les lycéens. Donc on se dit, on va obtenir quelque chose. Et effectivement, ils vont l'obtenir. Ils vont l'obtenir. Ils vont obtenir une solution. Ils vont obtenir quoi, quoi, différer la loi? Là, maintenant, il aurait fallu la programmer soit avant, soit après. Elle doit être examinée le 17 juin, je crois que c'est ça. Oui, donc à ce moment-là, au point où on en est, je veux dire, à ce moment-là, disons, on va parler de tout ça au mois de septembre. C'est raté pour cette fois. Ça sera considéré comme un nouveau recul du gouvernement. Non, peut-être. Mais le gouvernement a qu'à dire on s'est planté sur cette question, on s'est planté, c'est raté pour cette fois, rendez-vous en septembre. D'ici là, au moins réussissons ce qu'on veut réussir, c'est-à-dire que les jeunes puissent au moins passer leur bac. Je trouve que j'ai un enfant qui passe son bac la semaine prochaine. Donc c'est important. Mais c'est pas du tout la question. Je ramène pas ça à un point individuel. Mais je crois que c'est un dialogue trop pauvre. Il est temps maintenant d'inventer que ce pays sache dialoguer. Et c'est l'échec de la gauche. Et pourquoi la gauche a échoué là-dessus? Parce que la gauche a été beaucoup trop idéologique. Parce qu'effectivement, faire des grandes annonces, tout ça, c'est très bien. C'est quelque chose qu'on peut afficher. Alors que dire, on va commencer à discuter et après, en voiture-balai, on proposera un texte sur lequel on aura discuté, c'est effectivement moins spectaculaire. Mais c'est là où on est dévoré par la politique est dévorée par la communication, dévorée par la com. Vous avez totalement raison sur tous ces points. Et figurez-vous qu'au Conseil économique, social et environnemental, je suis personnalité qualifiée, je suis à la section travail et emploi et nous avons entamé ce qu'on appelle un projet d'avis, c'est-à-dire un rapport en gros, sur le dialogue social. Et donc, il y a tous les syndicats représentés, on est un groupe de 25. Le patronat a été très absent, il n'a pas voulu s'en mêler. Nous ne sommes pas arrivés du tout. Et pourtant, nous sommes entre gens de bonne volonté et compétents, franchement. On a essayé, la présidente est CGT, le rapporteur était bien du MEDEF. Enfin, on a essayé de comprendre et comment faire évoluer le dialogue social. Ça a été impossible d'évoluer par rapport au statu quo, par rapport à tout le monde qui tirait la couverture à soi. On n'a pas abordé les vrais problèmes, y compris le financement des syndicats, les vraies problématiques. Silence parce que ce n'était pas consensuel. Moyennant quoi, au sein du CESE, ce rapport n'a pas été voté, il a été rejeté, ce qui est très rare. Et je pense que nous avons eu l'illustration, et à la limite c'est bien pour le CESE parce qu'on aurait pu faire semblant. Mais ça prouve exactement que nous ne sommes pas capables de l'envisager. On a des syndicats, vous l'avez dit, qui campent sur des idéologies. Et de toute façon, d'abord, ça fait 2-3 ans qu'on parle de sujet. Même si ça avait été encore un dialogue plus important, si on en avait parlé plus, au moment où ça va être voté, c'est trop facile d'être dans la rue pour obtenir quelque chose de plus. Mais comment, vous obtenez quelque chose, c'est comme les otages. Je veux dire, un otage, si on file de l'argent, on sait que de toute façon, on en prendra d'autres. Comment on va en sortir de cette grève? On ne peut plus céder aux grèves. On ne peut plus céder aux grèves. Terminé, on a un peu l'impression que le gouvernement est un peu... céder au patronat. Non, c'est pas céder au patronat. C'est pas céder au patronat. On a un peu le sentiment quand même que le gouvernement est un peu à la rue. Hier, Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, tweetait « Le bac ne sera pas menacé ». Lundi, et ce matin sur France Info, il a dit tout autre chose. Il a dit oui, le bac risque d'être menacé. On prévoit de mettre la SNCF des taxis en place pour accompagner les candidats. Ce qui est grave, c'est que ça contribue complètement à détériorer le climat en France. Et on n'en avait pas besoin. Parce que d'une part, les gens ne comprennent rien. Ne savent pas pourquoi. Ne comprennent rien. Et ce qu'ils voient, c'est que c'est des gens qui sont quand même qu'ils considèrent comme des privilégiés, puisqu'ils ont un emploi à vie, leur statut n'est pas touché, leur salaire n'est pas touché, leur retraite n'est pas touchée. Et ces gens-là, un peu, font une grève qui les affecte peu. Alors que, voilà. Et c'est ça ce que les gens retiennent. Donc, ça fait monter le ras-le-bol et contribue complètement à la détérioration du climat en France. Et comment on va en sortir Je ne sais pas. Parce que le gouvernement ne cède pas. Dans les deux cas, c'est une mauvaise solution. C'est pour que la vie politique puisse se poursuivre. On est dans une démocratie. Si on cède à chaque fois qu'il y a grève avec des gens qui prennent les Français en otage, plus jamais on arrivera à faire une négociation. Au dernier moment, on voudra la cerise sur le gâteau et on fera grève.
Moi, c'est quand même la question sur la responsabilité syndicale. Ça vous choque pas, vous, ces grèves et le fait que ça bloque? Est-ce que c'est pas du social de passer le bac? Mais bien sûr que si. Mais pourquoi c'est toujours les syndicats et ceux qui n'ont que leur travail pour vivre qui en sont les responsables? Quand il y a 3 pigeons, paraît-il, qui frémissent je ne sais où, au fin fond de la Californie, parce qu'ils ne veulent pas contribuer à la fiscalité telle qu'elle avait... en France, excusez-les. Telle qu'elle avait été envisagée, on cède. Là, le gouvernement doit céder, le président de la République doit céder. Quand M. Gattaz, il vient tendre la CEBI en permanence, des milliards et des milliards, et maintenant il dit que ça ne créera pas les emplois qu'il avait promis, ça, le gouvernement doit céder. Mais par contre, aux ouvriers et aux travailleurs, le gouvernement ne doit pas céder. Quand c'est une question de sécurité comme celle-là, le gouvernement, il ne doit jamais céder. Et bien ça, c'est l'inversion. Le patronat ne voudra pas du pacte, vous faites ce que vous voulez, les entreprises se débrouilleront. Mais non. Mais bien sûr. Mais non. Ben on n'en veut plus de votre pacte. Moi, c'est pas le mien. Moi, je suis contre ce système. Ce n'est pas du tout le mien. Alors, vous voulez quoi? Que le gouvernement, de toute façon, est obligé. Il arrête de donner de l'argent. Favoriser le tissu entrepreneurial, sinon vous n'aurez plus d'argent. Mais si c'était de ça qu'il s'agissait. C'est nous qui vous payons. S'il s'agissait de ça, on serait d'accord, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit en permanence d'augmenter la rémunération des dividendes. Oh, écoutez. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Allez, c'est fini. Le dessin, pas de Plantu parce qu'il n'y a pas de Plantu le vendredi, mais celui de Rançon qui est dans le Parisien aujourd'hui, qui est qui fait référence évidemment à la grève. C'est emmerdant cette grève, pas du tout. Je vais passer devant la CGT en termes de popularité, ça, c'est sûr. Merci à tous les 4. Très bon week-end. On se retrouve lundi.